femmes qui présenteraient une anémie pendant la grossesse. Le problème avec l'anémie par carence en fer est qu'elle est associée à un risque plus important de morbidité et de mortalité maternelle, jusqu'à 40% dans les pays en voie de développement, mais également fait. Dans cette plaque, vous voyez la carte du monde. Tous les pays sont concernés par cette anémie, que ce soit les pays industrialisés ou les pays en voie de développement. Lorsqu'on voit la place de la femme enceinte par rapport à l'homme, par rapport à la femme en dehors du contexte de la grossesse et par rapport à l'enfant, on voit que la femme enceinte prend une place très importante dans le cadre de l'anémie. Ça peut aller jusqu'à 41%. Alors, dans les pays du Maghreb, l'Algérie est comme les autres pays, le Maroc et la Tunisie, avec un nombre non négligeable, un tiers des femmes enceintes présenteraient une anémie. Alors, je rappellerai la définition de l'anémie pendant la grossesse, parce qu'elle change par rapport à l'anémie en dehors de la grossesse. Le taux d'hémoglobine au premier trimestre est inférieur à 11, au deuxième trimestre inférieur à 10,5, au troisième trimestre inférieur à 11, et en postpartum, on parle d'anémie lorsqu'on a un taux d'hémoglobine inférieur à 10. Et il faut prendre également en considération la gravité et l'importance de l'anémie. Est-elle modérée, est-elle sévère, est-elle très sévère? Pourquoi l'anémie durant la grossesse? Tout d'abord, elle est physiologique. Parce que pendant la grossesse, du fait que les besoins, il y a un fœtus, il y a une unité fœto-placentaire, fait qu'il y a une expansion polémique qui est supérieure à 50%, alors que les éléments figurés du sang ne dépassent pas les 25%. Donc l'hémodilution fait qu'il va y avoir une diminution du taux d'hémoglobine, de l'hématocrite et du taux de globules rouges, donnant ainsi une anémie physiologique. Autre élément également qui participe à cette anémie physiologique, c'est les besoins en fer. Durant la grossesse, ils sont quadruplés, ils sont multipliés, ils peuvent aller jusqu'à multiplication par 10. Les besoins, on estime les besoins en fer pendant la grossesse à 1000 mg. Mais pas seulement pendant la grossesse, même pendant la période d'allaitement, les besoins sont importants. Il existe plusieurs types d'anémie, mais l'anémie par carence en fer durant la grossesse occupe 95% des cas. Elles peuvent être d'origine nutritionnelle, c'est-à-dire c'est des manques d'apport, soit liés aux facteurs socio-économiques ou à un défaut d'absorption, tel que la maladie cœliaque. Ça peut être lié aux augmentations des pertes sanguines juste avant la grossesse, c'est des femmes qui saignent beaucoup, ou bien pendant la période de la grossesse et de l'accouchement, notamment l'hémorragie liée à un placenta prévia ou une hémorragie du postpartum, ou bien à une réduction de production, mais qui n'est pas spécifique à la grossesse. La gravité de cette pathologie pendant la grossesse, c'est qu'elle a une double conséquence, maternelle et fétale. Chez la mère, elle est responsable d'avortement, elle est responsable de défaillances cardiaques dans les formes extrêmes, d'anémie sévère et importante et grave. Elle peut être responsable d'anomalies du travail, elle peut être responsable d'hémorragie du postpartum. C'est un facteur de risque de l'hémorragie du postpartum. Elle prédispose à un risque d'infection, notamment dans le postpartum, mais également de risque thromboembolique lié à l'immobilité de la femme, lié à la fatigue. Elle peut également augmenter le risque anesthésique et être un facteur d'échec à la montée laiteuse. Chez le fœtus, elle peut être responsable de beaucoup de complications, notamment d'accouchement prématuré, d'un retard de croissance, d'anémie néonatale, etc. Alors, toutes ces complications, aussi bien maternelles que fétales, augmenteraient en fonction de la gravité de l'anémie. Dommage, le tableau n'est pas très clair, mais il va résumer en disant que dans les anémies graves, lorsque le taux d'hémoglobine est bas, plus le taux d'hémoglobine est bas, plus les complications maternelles et fétales sont importantes et plus la gravité de ces complications sont importantes. On le voit dans cette étude, c'est une étude anglaise qui avait corrigé un nombre très important de patients, mais également dans cette étude chinoise qui a corrigé plus de 18 millions de patients sur une durée de 4 ans et qui retrouve les mêmes conclusions
plus l'anémie est importante, plus les complications maternelles et fétales sont importantes. Alors, comment poser le diagnostic de cette anémie? C'est le contexte de cette femme, ses antécédents, c'est les données cliniques, mais c'est surtout le bilan qui va nous donner le diagnostic de l'anémie. Alors, il faut rechercher les facteurs de risque, soit liés à la grossesse, c'est notamment les grossesses multiples, les grossesses rapprochées, une mauvaise alimentation. Et si c'est une anémie dans le postpartum, il faut rechercher est-ce que la femme, durant la grossesse, avait déjà une anémie. Donc, une anémie pendant la grossesse, cela veut dire forcément une anémie dans le postpartum. L'accouchement par césarienne augmenterait les pertes sanguines, donc augmenterait le risque d'anémie du postpartum, l'existence d'un placenta, l'utilisation d'un forceps, d'une hémorragie du postpartum et un BMI préconceptionnel élevé exposerait à un risque également d'anémie. Sur le plan clinique, c'est les signes d'une anémie qu'on retrouverait même en dehors de la grossesse que tout le monde connaît. Ce qui est important dans l'existence de ces signes d'anémie, c'est de rechercher les signes de gravité, donc rechercher une dyspnée, une fatigue, parce que le risque, c'est l'aggravation rapide. Alors, le diagnostic de certitude, c'est le bilan biologique, c'est le couple hémoglobine-taux de ferritine. Avant, on réalisait le taux, on recherchait le taux du fer sérique, on peut réaliser d'autres explorations, mais elles n'ont pas un but dans le cadre du diagnostic de l'anémie ferritive, c'est surtout en cas de doute, avec d'autres types d'anémie, notamment les anémies inflammatoires. Dans le cadre de l'anémie ferritive, le couple taux d'hémoglobine et taux de ferritine sont largement suffisants, surtout si c'est la femme qui paye ce bilan, lorsqu'on a du mal à réaliser ce bilan. Et selon les réserves qu'on fait, on va avoir plusieurs situations, selon que le taux de ferritine soit normal ou pas, c'est que les réserves sont déjà entamées ou pas, et ça va nous donner une idée sur la durée durant laquelle il faut donner le fer pour restaurer ces éventuelles réserves. Cet arbre décisionnel montre justement comment agir les bonnes anémies, comment chercher les anémies ferritines. Un taux inférieur de ferritine inférieur à 30 microgrammes par litre signe des réserves en fer basses. Alors, à quel moment de la grossesse faut-il réaliser ce bilan? Selon les recommandations de l'OMS, idéalement, c'est de le faire chaque trimestre. Les recommandations de la Société américaine de gynécologie, c'est de le faire entre 24 et 28 semaines, de même que l'école anglaise, c'est de le réaliser à 28 semaines. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on a un symptôme ou un facteur de risque d'anémie, il faut le réaliser, il ne faut pas attendre. Alors, est-ce qu'il faut le faire une seule fois ou le répéter? Idéalement, c'est de le répéter après, à la fin, donc de le faire au deuxième trimestre, mais également au début du troisième trimestre, justement pour corriger cette anémie. Alors, comment prendre en charge cette anémie? L'option, c'est le traitement oral, c'est le fer oral, le fer parentéral, puis la transfusion. Le but est de corriger le déficit en fer, de restaurer les réserves, et le choix va dépendre de la sévérité de l'anémie, du terme de la grossesse. Ça, c'est très important, le terme de la grossesse peut changer notre façon d'agir, des facteurs associés de la réponse à un traitement précédent. Une femme qui était sous traitement oral pendant un mois, voire plus, et qui ne se corrige pas, là, il faut changer de fusil d'épaule. Alors, comment choisir entre le fer oral et le fer injectable? Beaucoup d'études ont montré que seulement un tiers des femmes et chez qui on a conseillé un traitement par voie orale adhèrent à ce traitement. Donc, il y a des caractères d'adhérence à la patiente au traitement. Donner un traitement oral, ça veut dire c'est un traitement tous les jours. Quoique actuellement, beaucoup d'études montrent que pour améliorer cette réponse au traitement par voie orale, l'idéal c'est de donner un jour sur deux. Toujours est-il, cette obligation de le prendre régulièrement fait que beaucoup de femmes arrêtent spontanément la prise du traitement. La deuxième option est le fer injectable. Et l'avantage du fer injectable d'une manière générale, c'est qu'il améliore, qu'il corrige cette anémie ferritive plus rapidement que le traitement oral, c'est normal, puisqu'on va mobiliser le fer dans le sang assez vite en quantité importante, et la correction se fait en 7 à 9 jours. Alors, le fer oral, plusieurs formes existent en Algérie.
soit en comprimé, soit par formule buvable. Et l'OMS le recommande comme traitement de première intention. Le souci avec le fer oral est seulement le dixième du traitement qu'on donne va être mobilisé dans le sang. Alors, l'avantage du traitement oral, c'est un traitement qui est peu cher, qui est facilement administré, elle prend, elle avale et puis c'est tout, et pas de réaction d'hypersensibilité. Le souci pendant la grossesse, c'est l'intolérance gastro-intestinale et c'est la première cause d'arrêt du traitement. C'est des nausées, c'est des douleurs abdominales, c'est surtout la constipation. Déjà que la femme enceinte, d'une manière générale, il y a une constipation qui peut être à l'origine de désagréments, notamment d'hémorroïdes. Lui rajouter une aggravation de cette constipation, c'est bonjour l'arrêt du traitement. Et bon, certains effets désagréables, c'est la coloration noire des selles. Donc, c'est l'intolérance, c'est l'effet premier désagréable, la non-adhérence au traitement, la faible absorbance, je vous rappelle, 10% seulement du traitement qu'on donne va être mobilisé et utilisé. Et enfin, le temps. On a besoin de 2 semaines pour corriger 1 gramme par décilitre. On a besoin de 4 semaines, 1 mois pour corriger 2 grammes. Et on a besoin de 3 mois pour restaurer toutes les réserves d'enfants. C'est un temps qui est assez lent lorsqu'on sait que la femme va accoucher pour 8 semaines dans 10 jours demain. Alors, le fer injectable. Plusieurs molécules existent en Algérie, comme dans le monde. Celui de première génération, c'est celui qu'on a utilisé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est le fer Dextran qui donnait beaucoup de réactions d'hypersensibilité. Et actuellement, on a celui de deuxième génération, c'est le fer saccharose. Et depuis maintenant quelques mois, on a le fer carboxymaltose qui semble être assez prometteur. Les avantages du traitement martial d'une manière générale, quelle que soit la molécule qu'on a choisie, c'est la complète biodisponibilité. Je donne 100 grammes, c'est 100 grammes qui vont être mobilisés. Je donne 1 gramme, c'est 1 gramme qui va être mobilisé à 100%. Il y a peu d'effets secondaires d'une manière générale et une correction rapide de la carence martiale. Là, quand même, c'est des inconvénients. C'est le coût plus élevé, il coûte plus cher qu'un traitement oral. Le risque faible, mais possible de réaction d'hypersensibilité. On le voyait avec le fer injectable de première génération, mais on le voit de moins en moins avec les traitements dont on dispose actuellement. Alors, les indications, toute femme présentant une anémie, on ne doit pas lui donner du fer injectable. Les indications sont bien codifiées. C'est l'échec au traitement par voie orale. Une dame que je mets pendant 15 jours, 1 mois, qui ne corrige pas son taux d'hémoglobine, il faut se poser la question, il faut passer à autre chose. Une mauvaise compliance au traitement oral. Elle refuse ou elle oublie ce traitement. Une sévère anémie à la dernière semaine de la grossesse. Plus on est proche du terme, plus on va plutôt choisir cette option thérapeutique parce qu'on va corriger plus vite et de façon plus efficace cette carence martiale. Le risque hémorragique. J'ai une dame qui est à 9 d'hémoglobine ou même à 10 d'hémoglobine qui présente un placenta prénéen ou un placenta accreta, je serai plus amenée à réaliser justement ce traitement-là plutôt qu'un traitement oral et plutôt qu'une transfusion parce que la transfusion exposerait un risque. Et bien sûr, une contre-indication au traitement oral ou à la transfusion. Une patiente qui présente un problème de malabsorption, une maladie cœliaque, c'est clair que je ne vais pas lui proposer un traitement par voie orale. Les contre-indications, le fer injectable présente ces contre-indications, il faut les connaître, c'est les antécédents d'allergie. En fer, il faut être vigilant, mais attention, une femme qui a présenté une allergie avec une molécule de fer injectable ne va pas forcément faire avec une autre molécule. Donc, il faut être plus vigilant. Premier trimestre de la grossesse. D'ailleurs, le premier trimestre de la grossesse, aucun fer n'est donné. Aussi bien par voie orale, de façon prophylactique, mais également le fer injectable. C'est une règle de précaution. C'est la période d'embryogenèse, donc on évite le premier trimestre. Une infection aiguë chronique, il y a une pathologie hépatique chronique. Alors, je vous parle donc du fer carboxymaltose, c'est un fer qu'on a depuis quelques années. J'ai eu la chance de l'utiliser dans mon service depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Et on va voir quels sont les avantages de ce type de fer par rapport au fer classique qu'on avait
Je vous donne cette première étude observationnelle prospective qui avait concerné 65 de femmes enceintes présentant une anémie, chez qui on a donné du fer carboxymaltose et entre 24 et 40 semaines. Et on a évalué. En fait, le fer, quand on veut évaluer l'efficacité d'un fer, on va l'évaluer sur deux éléments. Sur l'efficacité, c'est-à-dire la correction de cette anémie, et deux, sur la sécurité. C'est très important. Alors, les résultats montrent que le fer carboxymaltose améliore le taux d'hémoglobine en 3 à 8 semaines. Pas d'effet néfaste sur le fœtus, ça c'est très important également. Très peu d'effets secondaires, et même lorsqu'ils existent, ils sont mineurs. Lorsqu'on le compare avec le fer qu'on avait l'habitude d'utiliser, le fer sucrose, on va voir efficacité et sécurité. L'avantage du fer carboxymaltose est que l'utilisation, contrairement au fer qu'on avait l'habitude d'utiliser, est de l'utiliser une seule fois, alors que l'autre nécessitait des utilisations multiples. Habituellement, on l'utilisait chaque 48 à 72 heures, donc 2 à 3 fois par semaine. Deuxièmement, la mobilisation, la quantité de fer mobilisé, elle est plus importante parce que la quantité initiale de fer qu'on utilise, elle est également plus importante. Et donc, l'efficacité était meilleure. Et là, on le voit aussi dans cette étude observationnelle qui avait intéressé deux catégories de femmes. Donc, on l'avait utilisé dans plus de 80 patients, carboxymaltose version sucrose, et on avait comparé la correction de l'anémie sur le taux de ferritine, sur le taux de fer ciré, quoique en pratique, on n'utilise plus le dosage de fer ciré, mais également sur la saturation de la transférine et la capacité de fixation du fer. Et là aussi, les résultats étaient meilleurs avec le fer carboxymaltose. Une autre étude, là, elle est très intéressante, je vous l'ai mise parce qu'il s'agissait d'une étude multicentrique qui avait intéressé plus de 1000 patientes enceintes présentant une anémie, et ils ont évalué la correction de l'anémie au bout de 4 semaines, et ils ont évalué aussi bien l'anémie légère, modérée à sévère, et là aussi, la correction était en faveur du fer carboxymaltose avec une quantité avec un nombre d'utilisations qui était moins important. Qu'en est-il du postpartum? Le postpartum est une situation particulière. Pourquoi? Parce que même si la femme ne présentait pas une anémie, le postpartum peut être une situation d'anémie. Parce que la femme, pendant l'accouchement, risque de céder, surtout avec l'augmentation de ses âges. Et là aussi, l'utilisation du fer carboxymaltose améliorait la correction de l'anémie, des choses très importantes. Non seulement le taux d'hémoglobine s'améliorait, mais également la fatigue. Les femmes dont le postpartum présentent ce problème de fatigue parce qu'elles présentent cette anémie, augmentation de risque infectieux et thromboembolique, elles ne vont pas prendre en charge leur nouveau-né, elles ne vont pas l'allaiter. Et là aussi, la fatigue s'améliore de façon très très intéressante. Je termine en disant le coût, parce qu'on revient aussi également au coût. Le fer de carboxymaltose coûte un peu plus cher que le fer classique qu'on a l'habitude d'utiliser en termes de coût direct. Mais est-ce que ce prix important est intéressant? Et là, une étude pharmaco-économique a été réalisée pour évaluer aussi bien le coût direct que le coût indirect, c'est-à-dire la mobilisation du lit, la mobilisation du personnel. L'ancien fer qu'on utilisait, on était obligé de le réinjecter 2 à 3 fois par semaine, alors que le carboxymaltose, c'était une seule injection. Donc, c'est des femmes dont le postpartum qu'on avait hospitalisé 2-3 jours supplémentaires pour se faire, mais également du coût indirect, l'absentéisme, le baisse de rendement et la baisse de productivité. Donc, je n'ai pas le temps, donc je suis le président de TAP. J'ai dû vous montrer la conclusion de cette étude pharmaco-économique. Si le coût direct est plus important, le coût indirect est largement en faveur du
Donc, c'est des économies pour l'État, mais c'est également des économies pour nous, gestionnaires de services, parce qu'on améliore la gestion de nos services. Je termine en disant que également la correction du faire permet d'éviter la transfusion quand elle garde ces indications. C'est lorsqu'on a des anémies sévères, aiguës. Là, bien sûr, les indications n'ont pas changé selon les recommandations de l'OMS de 2017. Actuellement, et je termine par cette plaque, c'est la notion de patient group management. C'est la gestion du patient par rapport au sang. Aussi bien pendant l'accouchement, mais également dans l'intervention chirurgicale. Plus on corrige une anémie, plus on aura recours à la transfusion. Et donc, c'est une sécurité et c'est un coût inférieur pour nous. Et je vous remercie en disant que